Bien, on va démarrer. Bonsoir à tous, merci d'être là. Nous sommes dans le cadre des agendas du politique organisés par le LABEX Stepsis. Ces agendas du politique sont des rendez-vous à peu près mensuels, avec de temps en temps des séances supplémentaires comme celle qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours autour des événements liés à Charlie, à la liberté d'expression, à la question des religions en France et ailleurs, et des relations de ces religions avec le politique et avec le social. La question d'aujourd'hui est, j'allais dire, très large, puisqu'il s'agit d'essayer de penser le futur. Normalement, ces agendas TEPSIS ont pour format une rencontre ou l'occasion d'une rencontre entre des académiques et éventuellement des acteurs engagés dans telle ou telle action concernée par le thème de la séance. Alors, en fait, la dernière fois, autour de Charlie, le format était très particulier parce qu'il n'y avait que des académiques. Et cette séance, eh bien, il n'y a que des acteurs impliqués dans le thème concerné, à partir de positions qui, vous le verrez, sont un petit peu différentes. C'est pas très grave, on est un petit peu dans l'expérimentation, toute une série de formules. Et je suis sûr qu'en tout état de cause, le débat sera intéressant. On reviendra sur cette question de penser à notre futur à l'occasion du débat et après avoir écouté nos trois intervenants de ce soir, que je vous présente vraiment en quelques mots. Le premier à prendre la parole sera Riel Miller. Je ne sais pas si je le prononce à l'anglaise ou à la... Bon, Riel Miller, si vous préférez, qui est docteur en philosophie, qui est spécialiste de questions économiques et financières au départ, qui a longtemps travaillé comme consultant à l'OCDE, qui est actuellement, je crois, chef de la prospective, c'est ça le terme exact, à l'UNESCO depuis 2012. Nous aurons ensuite l'intervention de Malika Perrault, qui est représentante d'un mouvement qui s'appelle Alternativa, qui est un mouvement citoyen qui est né au moment de la publication du 5e rapport du GIEC, et un mouvement qui est donc mobilisé pour la lutte contre le changement climatique et qui participe aux mobilisations dans le cadre de la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques qui aura lieu, personne ne l'ignore, à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015. Et puis enfin, je donnerai la parole à Jean-François Caron, qui est écologiste, Europe Écologie Les Verts, hein, c'est bien ça, qui est maire de Los-en-Gohelle depuis 2001, conseiller régional du Nord-Pas-de-Calais depuis 1992, et tout particulièrement investi dans la transition écologique de l'économie et le développement des emplois verts. Il est par ailleurs celui qui a fait inscrire l'ancien bassin minier du Nord-Pas-de-Calais sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Voilà pour cette présentation. Donc, je donne la parole sans plus tarder à Riel Miller. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour l'invitation et je suis ravi d'être là parmi vous. Ce soir, j'ai sur l'écran une phrase en anglais, le reste va être en français. Mais là, j'ai un petit problème de traduction. Futures Literacy, qui est une compétence, mais c'est un peu difficile à traduire. Et l'idée de l'antidote à la pauvreté de l'imagination. Alors, cette idée de Exodus, cette idée d'aller ailleurs pour créer notre Promised Land, c'est quelque chose qui est très ancien et qui informe énormément notre manière d'aborder le futur. Et ce que je pense est au cœur de ce défi qui est imaginé demain, c'est notre cadre, notre manière de concevoir. Mais pas seulement quel futur, ça veut dire what is the future, quelle sorte de futur, mais comment. Et comment on utilise, qu'est-ce que c'est notre idée de à quoi il sert demain et notre imaginaire. Alors là, je vais proposer très rapidement une petite image qui est une image de temps en temps rassurante, de temps en temps vraiment pas du tout. On connaît très bien cette chute-là, mais on a eu le montée de l'industrie. Et comme ça,
on a pu imaginer un demain de croissance, de bien-être, des années 50 glorieuses et tout ça, 60. Il y a des pays qui sont toujours sur le pente là. Quand je vais au Brésil, Chine, Inde, ils sont là. Quand je suis en Allemagne, en France, ils sont là. Ils ont très peur. Ils craignent demain. Comment on va payer sécurité sociale? Comment on va payer pour les systèmes plus efficaces et où il y a moins de CO2? Comment on va être capable d'assurer l'avenir de nos enfants quand il y a des robots qui vont remplacer tout le monde et on n'aura plus d'emploi? Alors il y a beaucoup de craintes, de défense, de sentiments de réaction. Mais c'est dû à une image du futur. C'est dû à notre manière de penser demain. Alors, le défi de l'imagination, et ce n'est pas quelque chose qu'on va aborder ici parce que je veux précisément contester cette approche, qui est une approche comme Exodus, comme Bob Marley raconte, de créer un futur qui est un futur utopique ou dystopique, ça arrive aux mêmes choses, mais de projeter le futur comme quelque chose qu'on veut coloniser, qu'on veut acquérir par un plan, grâce à Moïse, grâce à un grand chef, grâce à, je devrais dire, De Gaulle? Non, je ne sais pas. Mais si on peut imaginer autre chose, c'est vrai, c'est faisable. Mais ce n'est pas surtout ça qui est pour moi l'essentiel aujourd'hui, pour tas de raisons. Je viens de passer 2 jours à UNESCO sur un programme qui s'appelle MOST, Management of Social Transformation, gestion de transformation sociale. Et là, ce qu'on constate est quelque chose qui est, je pense, assez important dans la réflexion ici en France, en tout cas universitaire, philosophique. Pour moi, touche sur 2 questions clés. Un, c'est l'émergence de nouveautés à la Bergson. Et l'autre, c'est cette idée d'assemblage, que the parts don't add up to the whole. Les éléments ne sont pas l'ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas cette possibilité d'ajouter et arriver à un ensemble qui est fait de ces petits éléments, sous-éléments. Alors, ces 2 concepts-là, en fait, larguent ou détruisent plus ou moins la capacité de réfléchir de nos systèmes de planification d'aujourd'hui. Et moi, je heurte contre ça depuis très longtemps. Je suis depuis 30 ans dans la politique, dans la question de qu'est-ce que le roi, le prince, doit faire. Et à fur et à mesure, petit à petit, moi j'ai compris qu'il y avait 2 grosses difficultés. Le premier, c'était celui que je viens d'énoncer, c'est qu'on utilise le futur d'une seule manière, comme si c'était une cible qu'on devrait atteindre. Et le deuxième, c'est qu'on ignore la spécificité et l'éphémère, et qu'on est incroyablement préoccupé par ce qui est durable, ce qui est généralisable et ce qu'on peut rendre en termes statistiques. Ces 2 approches de la réalité, parce qu'ils ont un impact direct sur notre manière d'aborder le monde autour de nous, nous rendent pauvres. L'antidote, ce n'est pas seulement être créative, parce qu'évidemment, l'antidote aux pauvretés de l'imagination, c'est imaginer mieux, trouver des systèmes de créativité, innover, le mot qui est tellement courant aujourd'hui. Mais je trouve qu'il y a autre chose. C'est autre chose qui peut être, comment dire, améliorée par une approche, je ose dire le mot scientifique, mais au moins discipline et rigueur. Alors, ce que je veux présenter, mais très rapidement, c'est cette idée de discipline de l'anticipation, avec 3 piliers, des systèmes et des processus d'anticipation. Et pour les sociologues dans la salle, par système, je ne veux pas dire obligatoirement quelque chose clos. 3 dimensions ontologiques et des méthodes pour tirer parti de la complexité. Alors, très rapidement, je vais évoquer ça et ensuite on peut explorer. Je veux que ça soit clair que j'ai plus ou moins construit toutes ces idées-là à partir du pratique. Parce que moi, je suis un
designer, je suis quelqu'un qui fabrique des processus pour utiliser le futur qui est toujours imaginaire, qui n'existe pas, mais qui est quelque chose qu'on peut commencer à utiliser de plusieurs différentes façons si on est au courant qu'il y a des systèmes d'anticipation autour de nous. Alors, ça, c'est un système d'anticipation. C'est l'écrivain, c'est l'auteur qui décide que Bugs n'est jamais pris par le chasseur. Moi, je dis de temps en temps, pour faire un petit blague, c'est que Elmer Fudd, c'est le chasseur, c'est le réchauffement climatique. Et Bugs, c'est l'humanité. Et nous, évidemment, on veut échapper par notre capacité d'entendre le chasseur qui arrive et par notre perspicacité, comment dire, on peut échapper de cette fatalité-là. Mais les arbres aussi perdent leurs feuilles. Ça veut dire l'anticipation, c'est quelque chose qui est autour de nous. C'est une caractéristique du temps-espace et de notre univers. Alors, il y a tas de systèmes d'anticipation. Notre système immunitaire, qui ne demande pas notre permission, peut être mis en marche par une provocation en anticipation, de même façon qu'un arbre, à partir des changements de soleil et tout ça, peut perdre ses feuilles. Alors, ce sont des systèmes qui ont été établis, des systèmes d'anticipation, qui ne sont pas conscients. Alors, ce n'est pas que le temps conscient qui fait partie des systèmes d'anticipation. Là, il y a Robert Rosen. C'est un mathématicien biologiste qui a écrit en 1985 un livre sur les systèmes d'anticipation philosophiques, mathématiques et méthodologiques. Et c'est simplement pour vous montrer qu'on peut penser à des systèmes d'anticipation et des processus qui sont là-dedans. Et essayer d'être plus clair et conscient dans tous les domaines, économie, biologie, psychologie, comment demain entre dans notre manière de réfléchir et comprendre le présent. Ça veut dire que le futur, ce n'est pas l'objet, ce n'est pas qu'on fixe sur une utopie ou un demain précis, c'est qu'on comprend que notre manière d'inventer demain joue un rôle clé dans notre façon de voir qu'est-ce qui est important et d'attacher notre attention à ce qui est autour de nous. Je prends un exemple évident, c'est qu'on est dans une université. L'université, c'est en partie pour préparer l'emploi, préparer demain pour les jeunes qui vont aller travailler. Alors, on est occupé et on fait très attention à comment les universités préparent les jeunes de demain pour qu'ils puissent créer de valeur dans notre économie. Alors, on fait attention à ça parce qu'on pense à un futur où il y a de l'emploi. Mais comme on sait tous, même l'idée de l'emploi est inventée assez récemment. L'idée de l'entreprise n'est pas quelque chose de tout le temps. Pourquoi on fixe sur ces formes-là d'organiser nos sociétés? Alors, si on allait un peu plus loin dans la question de comment aborder des différents futurs, je veux évoquer 3 dimensions, 3 aspects précis. Alors, le premier, c'est contingent. Là, c'est négatif, un tsunami, quelque chose qui se passe, et on peut se préparer. On se prépare pour quand il pleut. On prend un parapluie. Ou si on traverse la rue, on regarde pour voir s'il y a un bus. On se prépare. On calcule les trajectoires. C'est des choses très naturelles chez les humains. On a un système d'anticipation avant qu'on peut parler. Mais c'est aussi positif. On peut imaginer quelque chose contingent qui arrive de l'extérieur qui est positif. Gagner l'auto. On est aussi assez fort en planification. Et là, comme avec un jeu d'échecs, avec une grande usine ou notre système de planter et ensuite récolter, on connaît le but, les règles sont affichées et les ressources sont fournies. Et les ordinateurs sont super pour faire ça, parce que c'est clos. C'est des systèmes clos par hypothèse. On sait très bien que les règles vont changer, que les valeurs vont changer, que les événements vont basculer nos points de vue. Et comme ça, notre simulation, notre jeu qui a l'air stable, va changer de sa manière de fonctionner. Mais si on peut faire l'hypothèse pour jouer comme ça, on est content et on fait notre calcul et on a nos options, mais pour planifier.
finalement, il y a la question de comment imaginer demain. Et là, je montre une image du passé, 15e siècle, simplement pour évoquer le défi de comment créer des modèles. Parce que vu que ça n'existe pas, on ne peut pas le toucher demain. On est obligé d'utiliser des concepts qu'on a déjà, des modèles et des façons de réfléchir, de décrire, pour le décrire. Alors, c'est un peu difficile de décrire qu'est-ce que c'est ça. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Alors, ça, c'est dans le passé. Alors, on a du mal à décrire des choses. Alors, si je demande à des gens de décrire demain, c'est souvent très difficile, mais ils utilisent les modèles et les idées qu'ils ont autour de eux. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce contexte-là, c'est que rapidement, on expose nos hypothèses de base. Ce qui, pour des scientifiques social scientists, c'est important, parce que comme ça, les hypothèses de base et les manières on peut définir les paramètres autour de nous, les systèmes étatiques ou politiques ou quoi que, c'est des choses qui sont évidentes parce qu'on est obligé de se poser sur ça pour projeter le demain. Mais souvent, c'est très pauvre. Et là, on a un exemple assez connu où ils projettent d'une manière assez linéaire les technologies de demain, sauf qu'ils oublient que les filles vont aller à l'école. Alors, il manque peut-être le changement le plus important dans cette image. Et ici, on a quelque chose qu'on fait depuis une centaine d'années, projeter New York un peu plus grande avec des voitures qui volent. C'est sans imagination, comme Star Wars n'a pas d'imagination non plus, quand on a des cowboys et le Sénat de Rome projetés dans un système de l'univers avec des planètes. Alors, c'est difficile de faire ça. En même temps, on peut avoir des méthodes, on peut trouver des méthodes pour mettre ça en cause. Et ça, tout ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est assez courante. Et il y a beaucoup de différentes... c'est-à-dire que c'est quelque chose qui se passe partout. Les 2 derniers jours, j'étais avec des gens du Banque mondiale et ils m'ont raconté qu'eux, ils sont en train de développer un système qui est lié à les pratiques des gens dans les différents pays où c'est eux qui développent leur propre histoire, leur propre discours. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à imposer une narrative, un discours, une narrative. On essaye plutôt de dire on peut l'interpréter autrement. On n'a pas besoin toujours d'interpréter l'histoire de Sierra Leone ou de Philippines, etc., à travers notre manière d'interpréter ça, convergence industrielle, convergence au développement des pays déjà développés. Alors, ces processus-là, qui s'appellent d'une manière générale des processus d'intelligence collective pour créer des connaissances, on peut les appeler des laboratoires de connaissances, sont organisés de cette manière. Il y a une capacité narrative, il y a l'intelligence collective, ça veut dire c'est les idées de chacun qui sont représentées dans ce processus. Ça peut être une trentaine de personnes, ça peut être plus, mais c'est les idées des gens qui sont souvent tacites, qui sont rendues explicites par un processus qui demande une création de sens en commun. On est obligé de négocier le sens en commun et comme ça créer des connaissances autour de la question de jeunesse à Sierra Leone, la question de comment protéger les villes aux Philippines, de comment développer la province de Manabí à Équateur. Ça peut être tout et partout, et c'est quelque chose qui part d'une ressource, comme dans n'importe quel laboratoire qui utilise une ressource, des ingrédients, et qui fabrique quelque chose et teste des hypothèses. Et comme ça, ils arrivent à comprendre mieux comment eux-mêmes, ils fabriquent le futur et imaginent demain. Et comme ça, avec cette distance et cette reconnaissance de comment eux, ils font leur propre modèle, ils peuvent aussi commencer à se mettre en cause, de demander est-ce que mon idée de demain est véritablement ce que je considère souhaitable, probable, etc. Et c'est là où je veux
quand même aller au-delà de cette souhaitable et probable, parce qu'on peut enrichir énormément la conversation sur l'avenir si on rend le futur pluriel en termes de souhaitable et probable. Mais il y a une autre question, et c'est celui que j'ai évoqué au tout début, et c'est comment on peut voir les transformations invisibles. Pense au microscope. Quand c'était inventé en 1670, on ne savait pas très bien à quoi ça peut servir. On a vu des choses qui étaient invisibles. Des micro-organismes dans une goutte d'eau. C'était amusant, c'était quelque chose un peu bizarre. Et ensuite, 200 ans plus tard, on a compris que les médecins devraient laver leurs mains. Ça nous a pris 200 ans d'interpréter, de comprendre, de créer les systèmes multiples pour comprendre qu'est-ce qu'on est en train de voir. Et là, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a un autre élément dans ce processus de création de connaissances par l'intelligence collective. Ce n'est pas seulement pour généraliser, ce n'est pas seulement pour trouver la meilleure façon d'être plus efficace dans nos maisons ou dans nos villes, de réduire la quantité de CO2 et trouver une solution qui peut être reproduite partout et trouver un dénominateur en commun. Mais c'est aussi pour capter ce qui n'a pas de nom, ce qui est nouveau dans la complexité, ce qui est éphémère et ce qui est très riche dans son spécificité unique. Notre univers fabrique des moments et des lieux uniques en permanence, ici, en ce moment. Mais pour la plupart, on n'a pas des moyens de rendre ça utile. On ne sait pas quoi en faire. On le jette. Et on cherche des choses qu'on peut généraliser, appliquer à tout le monde, prendre à l'échelle. Alors, le microscope du XXIe siècle, qui consiste à utiliser l'intelligence collective pour comprendre le monde autour de nous, de changer notre façon de capter la réalité avec une compréhension qu'on n'a pas besoin d'instrumentaliser le futur pour planifier et préparer, mais aussi pour accepter la richesse de la spontanéité, l'inventivité, l'improvisation, parce qu'on a un moyen, à partir de ce changement de façon de voir et utiliser demain, mais aussi de créer des connaissances ensemble, nous donne un nouveau pouvoir, celui qui nous donne la possibilité d'inventer selon nos mœurs aujourd'hui. Alors, j'appelle ça marcher sur deux jambes, mais je vais terminer très bientôt. Comment mener un avenir meilleur? Regardez l'agence humaine, c'est l'agency. On a l'aspect fermé, on a l'aspect ouvert, ça veut dire des futurs contingents planifiés, ce que nous découvrons, révéler ce que nous ne savons pas que nous ne savons pas, to know what we didn't know, or what Donald Rumsfeld said, unknown unknowns. Ça donne des nouveaux raisonnements et ça nous laisse à inventer. Et c'est un des éléments phénoménal des humains. Et c'est peut-être notre grande nouveauté dans l'univers, c'est qu'on est capable de expand the ontological. On peut ajouter ce qui est, pas seulement épistémologique, pas seulement comment aborder ce qui est, mais aussi faire une expansion de ce qui est. Vers une capacité à distinguer la recherche du choix et du choix, ça veut dire qu'il y a souvent, on confond notre manière d'aborder la réalité autour de nous avec les choix qu'on va faire, qui pour moi sont deux phases différentes, liées certes. L'autre, c'est comme ça, on peut aller au-delà de la planification, la colonisation de demain. Quelle est la meilleure manière de coloniser demain? C'est de fabriquer une pyramide, comme a fait les pharaons. Comme ça, 5000 ans, c'est là. Et comme ça, le technocrate, comme je suis, il a raison. Ah, j'ai prévu que ça sera comme ça. Oui, il est toujours là. Alors ça nous fait biaiser tous nos choix vers path dependency, colonisation du futur. Et notre capacité et j'ai fait ça en anglais parce que je ne pouvais pas le traduire, je suis désolé, mais to grasp que
on vit dans un contexte où il y a des assemblages qui ne sont pas réduisibles à ou totalizing, comme on dit. Totalisation, on ne peut pas totaliser. Je vais terminer sur une petite citation de Edgar Morin. Nous sommes encore aveugles au problème de la complexité. Cet aveuglement fait partie de notre barbarie. Il nous fait comprendre que nous sommes toujours dans l'ère barbare des idées. Nous sommes toujours dans la préhistoire de l'esprit humain. Seule la pensée complexe nous permet de civiliser notre connaissance. Et là, je vais enchaîner avec cette question de Futures Literacy ou discipline d'anticipation en disant un temps pour la méthode et des méthodes pour notre temps. Une société capable de mieux utiliser le futur peut profiter de la diversification, l'imagination et l'interdépendance pour accepter la spontanéité, l'expérimentation et la complexité sans être submergé par la peur de risque, perception, et l'échec, la réalité de risque. Pourquoi ? Parce que diversification, c'est la meilleure stratégie contre les risques. Et finalement, ça peut nous aider de susciter des aspirations cohérentes avec un monde où les moyens constituent la fin. Valeur en pratique. C'est la dernière image, ça c'est 100 pages, je pense que vous êtes capable de sonner ça. Et ça c'est typiquement notre façon de penser. Les chefs, les leaders, les idéologies, comment aborder le futur, c'est comme ça. Moi, je dis tout simplement que comment on anticipe est important, ça change le présent. Et je suis focalisé sur comment on peut transformer notre manière d'agir et comprendre le monde autour de nous pour créer un meilleur futur sur la base du fait qu'on actionne, on s'engage sur nos valeurs aujourd'hui. Et en n'utilisant pas notre idée de demain et comment ça devrait être, ça veut dire la tradition utopique, pour dire c'est comme ça qu'il faut faire. Merci. Merci à vous. Merci donc pour cet exposé très, très riche et stimulant. Je pensais n'avoir rien à dire sur ce sujet, mais en fait, en vous écoutant, je vais avoir plein de choses à dire, mais je vais les dire plus tard. Voilà. Bon, je passe tout de suite la parole à Malika. Bonsoir à tous. Donc, moi, je suis Malika du mouvement Alternatiba. Alors, pour penser le futur, je vais commencer par vous parler du présent et par vous parler d'un processus de mobilisation populaire, concret, citoyen, qui s'appelle Alternatiba. Alors, pour clarifier, Alternatiba, c'est le terme par lequel on désigne à la fois un village d'alternatives, mais aussi par lequel on désigne un processus. Et donc, pour vraiment vous permettre de visualiser à la fois ce que sont ces villages d'alternatives, mais aussi ce qu'est ce processus, il faut d'abord que je vous parle des deux constats qui ont contribué à faire naître Alternatiba. Le premier, c'est qu'on est dans une situation d'urgence planétaire. Le changement climatique, parce que Alternatiba est un processus de mobilisation sur les enjeux climatiques, est l'enjeu central actuel de l'humanité. On est actuellement sur une trajectoire de 4 à 5 degrés Celsius. Ça, c'est ce que nous a rappelé le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat, le GIEC, l'année dernière, dans leur rapport de l'année dernière. Et donc, c'est l'équivalent d'un changement d'ère géologique. Et on est dans la situation où on est incapable d'anticiper la nature des changements qui vont nous affecter, qui vont bouleverser nos modes de vie, les océans, les courants marins, la biodiversité, les rapports géopolitiques. Et donc, en fait, les enfants qui naissent aujourd'hui vont vivre dans un monde radicalement différent à celui qu'on connaît. Donc c'est les enfants qui naissent aujourd'hui, pas leurs enfants, pas nos petits-enfants, les enfants qui naissent aujourd'hui. Et donc ça, si on ne profite pas des 15 ans qui nous restent pour agir, pour infléchir la trajectoire, pour sortir de cette trajectoire de plus 4 à 5 degrés. Et donc de ce premier constat arrive une conclusion qui est qu'il faut qu'on aille vers un changement radical de nos modes de vie. Un changement de nos modes de consommation, de nos modes de production, mais aussi un changement à une échelle globale, un changement qui concerne absolument tout le monde. Le deuxième constat, c'est que la solution ne viendra pas seulement que d'en haut. C'est-à-dire que la solution ne sera pas seulement politique.
Ça fait 20 ans, 21 ans qu'on a un mécanisme de négociation internationale au niveau de l'ONU sur les changements climatiques. Et pour autant, dans cette période, on a vu une grande augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, c'est des limites de ce mécanisme onusien qui ne tiennent pas tant à sa structure, mais en partie, notamment à un certain nombre d'intérêts économiques, politiques, qui ne vont pas dans le bon sens et qui l'influencent dans la mauvaise direction. Et donc, une fois qu'on dit ça, que la solution ne viendra pas en haut, la question c'est, elle viendra d'où ? Et bien, la première partie de la réponse, c'est-à-dire que les solutions doivent être recherchées ailleurs. Et notamment au niveau des alternatives, au niveau local, citoyen, des alternatives concrètes qui existent. Alors, quand je parle d'alternatives, je parle par exemple de modes économiques agricoles différents comme les AMAP, de l'utilisation de transports doux comme les vélos, mais aussi à un niveau, à une échelle un peu plus collective, de promotion de monnaie locale. De systèmes d'épargne plus justes, de production d'électricité indépendante, etc. et renouvelable. Mais en même temps, si on faisait que ça, c'est-à-dire que si on ne se basait que sur les alternatives citoyennes concrètes, ce serait insuffisant. On ne peut pas dire que c'est parce qu'on va aller chercher son AMAP à vélo qu'on va résoudre le changement climatique. Et donc, Alternatiba s'appuie en fait sur 2 dimensions, 2 piliers. Le premier, c'est généraliser le recours aux alternatives, les rendre visibles, les populariser, faire en sorte qu'elles soient adoptées. Et le deuxième pilier, c'est donner à ce mouvement, à ce processus Alternatiba, une forme qui va lui permettre de pouvoir avoir un impact au niveau global, exercer une pression sur la dimension politique. Donc en fait, je vais développer un peu justement ces 2 piliers et au fur et à mesure, ça va vous aider à visualiser et à rendre concret ce que sont des alternatives. Donc concrètement, comment est-ce qu'on généralise le recours aux alternatives ? Que fait Alternatiba ? Donc là, on a plusieurs dimensions. D'une part, on mobilise sur les solutions et non pas sur la peur. En fait, sur la question du changement climatique, qui est particulièrement anxiogène, on voit bien que si on veut mobiliser sur le long terme, c'est pas en disant « oh là là, c'est la catastrophe, on va tous mourir, les pandas vont disparaître », ce qui, ça, aurait plutôt tendance à faire dire aux gens « bon, bah, dans ce cas, je vais en profiter, après moi le déluge ». Non, pour mobiliser sur le long terme, ce qui marche, c'est qu'une fois qu'on a fait ce constat de l'urgence planétaire, on montre que les solutions et les alternatives, elles existent et qu'elles sont à la portée de tout le monde. Donc ça, c'est la première mission d'un village des alternatives. La deuxième, c'est d'être concret. En fait, ce qui marche pour mobiliser tout le monde, parce qu'on est vraiment dans l'idée qu'il faut un changement massif, c'est pas qu'on parle aux gens qui ne connaissent rien du climat, de ces grands enjeux, des enjeux de biodiversité, de la désertification, etc. C'est qu'on leur montre concrètement qu'ils puissent toucher, qu'ils puissent appréhender les alternatives dont on parle. Et un des vrais constats d'Alternatiba, et ce qu'on répète souvent, c'est qu'on apprend en marchant. Et donc, c'est pour ça qu'on cherche à toucher les gens de façon vraiment pratique, qu'ils fassent l'expérimentation concrète des alternatives dont on parle, qu'on soit dans la réalité. Et donc, c'est pour ça que les Alternatiba, donc ce sont des villages d'alternatives qu'on organise, qu'on organise au plus près des gens, donc dans leur ville, dans leur ville. Et dans ces villages, on amène en fait on invite les porteurs d'alternatives locaux à venir contribuer et à venir présenter leurs solutions. Donc voilà, ça c'était la deuxième dimension concrète. La troisième, comment est-ce qu'on fait pour généraliser ce recours aux alternatives ? C'est de donner envie en donnant à voir le monde dans lequel on veut vivre. Et donc très concrètement, et là vous allez comprendre ce que c'est qu'un village des alternatives, c'est 3 choses. C'est d'abord en fait un espace physique que l'on transforme, donc un quartier d'une ville que l'on transforme et dans lequel on aura des stands sur lesquels les porteurs d'alternatives vont pouvoir montrer leurs solutions. À côté de ça, on a un certain nombre de débats sur tous les enjeux du changement climatique qui permettent de comprendre tout ça, et également des animations festives, culturelles. Pourquoi est-ce qu'on fait ces 3 choses ? C'est parce que ça permet de transformer l'espace dans lequel les gens vivent et qu'ils peuvent très concrètement se projeter dans la société qu'on veut créer.
Et il faut bien en fait que le public comprenne que le climat, c'est un enjeu systémique, c'est un enjeu qui touche tout, qui touche la façon dont ils s'habillent, ce qu'ils consomment, leur chauffage, l'éducation de leurs enfants. Donc, tout cet enjeu vraiment global. Donc ça, c'était la première partie, la première dimension d'Alternativa, donc généraliser les alternatives. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne suffit pas, on voit bien qu'il y a un biais, ça ne suffit pas de promouvoir les alternatives à une échelle locale, individuelle. Pour un changement de masse, il faut aussi qu'il y ait une transformation d'une décision politique, il faut qu'il y ait un écho au niveau politique, parce que ce n'est pas la MAP qui va arrêter la centrale à charbon. Et donc, Alternativa, c'est aussi un processus de mobilisation qui a un impact politique, qui en fait répond à des enjeux politiques, et ça à différentes échelles. Donc, c'est d'une part un processus de mobilisation qui s'ancre vraiment dans une dynamique vers la COP 21, donc la 21e conférence des parties de l'ONU sur le changement climatique, qui va se tenir à Paris en décembre. Et en fait, à la naissance d'Alternativa, l'idée était vraiment de créer un processus en 3 temps. Donc d'une part, il y a eu la création du premier village des alternatives qui s'est tenu à Bayonne en octobre 2013, qui a été un peu la phase test, suite auquel il y a eu un appel à multiplier les villages des alternatives partout en France et en Europe. Et en réponse à cet appel, aujourd'hui, on a plus de 50 Alternativa en préparation. On en a 8 qui ont eu lieu. Et on en a plus de 60 en préparation, et notamment un qui va se tenir à Paris le 26 et 27 septembre. Puis la troisième étape, la troisième étage de la fusée, c'est une mobilisation au moment de la COP 21. Alors, attention, ce n'est pas une mobilisation pour chercher à influencer le contenu de l'accord. C'est vraiment de se dire qu'il y a eu cette phase de généralisation des alternatives qui ont été rendues désirables aux citoyens, qui ont été rendues populaires, visibles, que les citoyens sont en train de s'approprier, et que cette diffusion, cette généralisation permet vraiment de montrer la voix citoyenne, et au niveau national permet de montrer l'appétit des citoyens à un monde différent, à un monde basé sur d'autres alternatives. Donc voilà un peu pour le processus autour de la mobilisation pour la COP 21, avec une dimension vraiment nationale, mais il y a aussi une action à l'échelle locale. Donc là, vous voyez notamment cette affiche. Donc il y a l'organisation d'un tour en tandem Alternativa, parce que le symbole d'Alternativa, c'est un tandem 4 places qui montre justement la dimension à la fois collective, d'avancer ensemble, et donc le recours au vélo, qui est une des alternatives que l'on prône. Et donc ce tour en tandem va se tenir du 5 juin au 26 septembre. Il va passer par plus de 60 étapes en France, et justement il va permettre de mobiliser tout le monde, donc l'asso de quartier de sport, le club de pétanque, les assos d'environnement, etc. Vraiment tout le monde en vue de la COP 21. Et donc ça participe vraiment à la dynamique de généralisation des alternatives. Mais elle a aussi, ce tour en tandem aura aussi une dimension un peu plus proactive, parce qu'il va notamment permettre de diffuser un livret des alternatives qui va être remis aux décideurs au niveau local, et qui va en fait proposer aux décideurs un certain nombre de solutions qu'ils doivent prendre s'ils veulent faire partie du changement et du mouvement. Et également, lors de ce tour, il y aura la diffusion d'une pétition sur des enjeux climat qui visera probablement la responsabilité de la France et donc la dimension nationale. Donc voilà, rapidement pour conclure, voilà, c'était important de vous parler d'Alternativa, mais il faut vraiment visualiser que ce n'est pas que théorique, c'est quelque chose de concret qui existe, c'est une dynamique en cours qui prend et qui marche vraiment très bien, avec, comme je le disais, plus de 60 territoires qui sont en train de préparer des Alternativa, mais aussi de préparer un grand tour en tandem dans l'année. Et la force d'Alternativa, c'est vraiment ça, c'est ce mouvement populaire orienté vers le concret, vers l'agir, et dans lequel on retrouve une grande diversité de profils et de gens qui s'impliquent. Voilà. Merci. Merci pour cet exposé vraiment très clair et très tonique et convaincant. Et je passe la parole sans tarder à Jean-François Caron. Alors moi je vais vous raconter une histoire, en fait, une histoire passée, mais où on essaye justement d'être dans,
J'ai beaucoup écouté ce que le premier intervenant a dit pour voir comment on s'était débrouillé ou pas pour essayer d'écrire un autre futur, quoi, hein. J'ai compris qu'on était plutôt dans la phase d'optimisation. Mais en même temps, on a passé notre temps à travailler la question du rêve et des possibles, etc. Donc, en fait, notre commune que vous avez en image, voilà, c'est une commune post-minière, 9 puits de mine, hein, sur le territoire de la commune. Pour vous donner un ordre de grandeur, le sol de la commune a baissé de 15 mètres avec les affaissements miniers. Donc les rivières s'inversent, les points bas n'arrêtent pas de changer, les réseaux d'eau cassent. Enfin, c'est pour donner un exemple, mais il y a plein d'autres conséquences d'une exploitation qui était caractérisée par le fait qu'elle était tout sauf durable. Exploitation d'une ressource fossile, prédation sur le territoire, sur les hommes qui mouraient. Moi, j'ai un grand-oncle qui est mort à 34 ans de la silicose. Des pollutions, une image dégradée. Enfin, en fait, c'est un peu comme si on avait gratté et pressé le territoire. Et moi, je me retrouve dans une situation où je suis élu avec un potentiel énorme, avec par exemple, le fait qu'on ait eu 29 nationalités qui soient venues chez nous nous donne une certaine culture extrêmement intéressante. Malheureusement, actuellement, pas loin de chez moi, c'est Hénin-Beaumont, et on voit que ça peut être aussi le support de la réaction. Et donc, il se joue des concurrences dans les futurs possibles qui ne sont pas exactement les mêmes dans ma commune ou à Hénin-Beaumont. Donc, on a un héritage post-industriel extrêmement compliqué, mais je voulais surtout m'arrêter sur cette image. Qui est vraiment pour moi d'abord qui résume un peu mon histoire personnelle d'élu et de militant associatif. En fait, je développe souvent sur cette image, je ne sais pas si vous voyez la souris, oui, que l'ancien modèle de développement est mort, qu'il bouge encore, comme une grenouille à qui on a coupé la tête. Donc ses pattes bougent encore et il y a encore des gens qui sont dans le déni. Claude Allègre, par exemple, mais il y en a d'autres. On peut tous en citer, on en reconnaît tous, qui sont dans le déni. Mais l'homme a toujours eu des problèmes, on va s'en sortir, on va rebondir, faut faire un peu confiance à l'avenir, arrêter, etc. Bon. Donc, la question de la déconstruction par les faits, les analyses précises, reste importante. Mais globalement, je dirais que pour moi qui suis affronté à la réalité d'une commune de 7000 habitants, donc un peu tout type de profil, je pense que les gens sont plus dans l'idée ils sont dans l'idée que ce modèle est à sa fin, quel que soit leur niveau de perception. Confusément, un jour, une dame m'a dit, vous savez, monsieur le maire, vous avez raison. Je dis, ah bon, sur quoi? Je ne savais pas. Elle me dit, vous avez raison, ça ne peut pas durer. Bon. Mais le problème, c'est que le nouveau modèle n'est pas encore apparu. Alors presque par définition, vu que c'est un modèle du futur, mais quand même, on a bien sûr des signaux faibles. On voit bien qu'il y aura plutôt de la sobriété que du gaspillage dans le nouveau modèle. On voit bien qu'on va être sur un modèle qui, sur le plan énergétique, est beaucoup moins intensif. C'est assez évident, en tout cas pendant une longue période, vu que tout était basé sur de l'énergie fossile pas chère. On voit bien qu'on va plutôt être collaboratif que dans des modèles verticaux. On le sent, l'économie se structure sur des pôles d'excellence, des pôles de compétitivité, des clusters, des choses comme ça. La dynamique territoriale, ça marche là où les territoires sont dans du collaboratif, où ils ont une stratégie partagée. Et les territoires qui ne sont pas là-dedans, ils s'effondrent. Ils peuvent être à 20 km l'un de l'autre. Bon. Donc, le nouveau modèle, on en a des signaux faibles, mais on n'a pas encore un référentiel, on n'en a pas encore une image. Et donc, on a un enjeu de nouvel imaginaire autour de tout ça. Et c'est tout le problème, c'est que pour quelqu'un comme moi, mais je ne suis pas le seul, ma voisine le fait avec une dimension associative, moi, mon métier d'élu, mon job d'élu, je ne sais pas si on a le droit de dire métier, c'est la transition. Ce n'est pas le nouveau modèle, c'est la transition vers un nouveau modèle. Et donc, on a deux problèmes. Et d'ailleurs, je suis assez frappé quand j'entends les politiques, les experts, etc., comment il y a un mélange permanent entre les notions de transition et de nouveau modèle.
C'est d'ailleurs, même des fois, on entend parler de la transition énergétique. Après, on dit, ah non, écologique. Non, écologique et sociale. On touille. Bon, j'essaye de simplifier en disant, il faut essayer de caractériser ce nouveau modèle au fur et à mesure qu'il apparaît, parce que sinon, c'est difficile de se projeter et de se mettre en route. Et sinon, vous voyez, c'est ce que j'ai symbolisé là, c'est le brouillard. C'est-à-dire que l'immense majorité des personnes, je pense, a le sentiment qu'il y a quelque chose de nouveau qui va s'écrire et qu'il le faut. Mais le problème, c'est qu'on est dans le brouillard. Donc, vous ne vous jetez pas dans le vide si vous ne voyez pas où vous atterrissez. Et donc, il faut essayer d'élaguer ce brouillard pour faire apparaître le nouveau modèle, un nouveau récit. Et d'ailleurs, je fais une petite incidente parce que je n'aurai pas le temps de développer, mais c'est ce qui explique le fulgurant succès de Jérémy Rifkin dans la région Nord-Pas-de-Calais. Avec tous les défauts de Jérémy Rifkin, il y en a plein. Mais il est extraordinaire pour mettre en mouvement, parce qu'il fait un récit, il fait apparaître une vision, il l'incarne, et je vous jure que les acteurs se jettent dessus, qu'ils soient étudiants, qu'ils soient chefs d'entreprise, qu'ils soient politiques. Bon, les grands profs d'économie sont beaucoup plus critiques, évidemment, parce que Rifkin n'est pas un économiste, c'est un essayiste. Et donc, on peut assez facilement le dézinguer. C'est pas très, très compliqué. Mais moi, j'aime bien qu'il fasse rêver et qu'il amène les gens à se mettre en mouvement. Voilà. Et donc, le gros avantage que j'ai à titre personnel, c'est que, étant conseiller régional depuis longtemps, j'ai mené des politiques, notamment de transformation écologique et sociale autour des biens communs, de la recoordination du jeu des acteurs. Je ne peux pas vous développer ça, je n'ai pas le temps. Mais qui est un essai de modification du logiciel d'une collectivité pour partir des enjeux, regarder comment on enrichit en biens communs plutôt que les biens communs soient les victimes du modèle, et que ça passe plutôt par de l'agencement d'acteurs et de la recoordination que par de la subvention. C'est-à-dire qu'il y a un enjeu aujourd'hui, que chacun se déplace un peu. La question énergétique est assez typique. Si, quand on pense qu'on dépense 70 milliards pour les énergies fossiles, imaginez qu'on n'en prenne que 10% pour investir massivement dans la réhabilitation de l'habitat ou du tertiaire. C'est-à-dire qu'au lieu de donner l'argent aux émirs du Qatar ou à la mafia russe pour le pétrole, on pourrait le mettre massivement dans nos entreprises. Mais le jeu des acteurs est très compliqué parce que les banques ne sont pas adaptées à ça, les entreprises ne sont pas adaptées à ça, la commande publique en général. Enfin, et donc, on voit qu'il y a un nouveau challenge d'agencement des acteurs. Et donc, tout ça aboutit à la 3e révolution industrielle en région Nord-Pas-de-Calais. Donc, j'ai la chance d'avoir cette vision macro, mais la deuxième partie de mon exposé, c'est plutôt sur mon action locale, puisque je suis maire et que pour moi, à un moment donné, il doit y avoir une vérification, quoi. Sinon, c'est du baratin, ou sinon, c'est de la conférence, comme on fait là. C'est sympathique, mais ça a des limites. Ça a des limites, c'est du rêve. Bon. Et donc, mon chaudron local, j'y tiens beaucoup parce que c'est là où on va vérifier si ça bouge ou ça ne bouge pas, qu'est-ce qu'il y a comme nouveau type de changement de comportement, etc. Alors, du coup, on est, nous, dans la commune, je n'ai pas le temps de la décrire, mais en gros, on a subi là-bas, tout en haut à gauche, le choc de la fin du charbon. Puis ça a été une espèce de longue descente aux enfers, avec heureusement des mécanismes, notamment une écoute sociale des quartiers, enfin, à l'occasion de la révision de notre plan d'occupation des sols. On s'est posé la question, c'est dans les années 96-97, si on fait un plan d'occupation, à l'époque on ne disait pas PLU, faut bien qu'on ait une idée du projet de ville. Ah ben oui, mais c'est quoi le projet de ville? Du coup, dans votre intervention, quand vous parliez des processus d'intelligence collective, très vite, on s'est rendu compte que si on ne mettait pas en place des processus pour produire ça, soit il y aurait la vision du maire, soit il y aurait la vision de l'expert, soit il y aurait la vision du riverain du quartier, mais ça ne faisait pas un projet de ville, au sens où ça suppose d'avoir un minimum de processus collectifs et de convenir ensemble d'une vision et d'une stratégie. Bon. Donc on a fait dans toute cette première-là, tous ces temps, je dirais, un peu de mise en perspective. Et puis, et d'ailleurs, on a beaucoup commencé avec la question de la mémoire et de la trajectoire, mais je vais tout de suite y venir après. Et ensuite, depuis les années 2000, en gros, on est dans la succession d'un certain nombre de processus. Bon, il y en a au moins, on est en train de faire un web docu autour de ça, avec à chaque fois des vidéos, des documents, pour montrer comment les choses se sont amalgamées, pour arriver à faire système. Parce que ça, c'est ma grande...
ma grande idée du moment, c'est que on ne traitera pas la question des politiques énergétiques ou de je ne sais pas quoi par des entrées verticales. C'est-à-dire que si on n'a pas un nouveau modèle, il ne suffit pas de dire on remplace le fossile par le renouvelable, quoi. C'est plus compliqué que ça. Et donc, si on n'arrive pas à montrer que ce nouveau modèle peut être plus sobre en énergie, mais en même temps créateur de richesse, créateur de vivre ensemble, etc., on est condamné à des réponses un peu techno, côte à côte. Et moi, l'intérêt que j'ai dans ma situation, c'est que je suis là pour regarder comment on fait système. Alors, comment on fait système ? Bon, ça, j'ai pas le temps. Donc, on essaye de développer. Alors, on va partir de. Ça se lit à partir du bas. C'est-à-dire qu'on a effectivement un système de valeurs, notamment issu de la mine, le courage, la solidarité, la simplicité, un certain nombre de choses qui font socle pour nous, la convivialité, c'est très important dans le Nord. Et on essaye de faire apparaître une vision. Dans un premier temps, cette vision, c'est déjà arrêter le non durable, quoi. Essayer que les hommes vivent un peu plus longtemps parce qu'ils vont être moins dégommés par la silicose, essayer de reconstruire une ressource en eau parce qu'on n'a plus de qualité de l'eau, remettre des arbres. Et la vision, c'est d'abord je dirais un contre-pied par rapport à cette histoire qui nous a marqués. Et on ne sait pas où on va, on ne savait pas où on allait. On était juste dans une réaction à des choses qu'on ne pouvait plus supporter. Et très vite, s'est enclenché un travail de mise en mémoire, un travail de trajectoire. Alors, je vous livre ça, j'ai animé le réseau des maires écologistes et on avait été très frappés en analysant la spécificité de ces maires-là, que tous avaient une action très forte sur la mémoire et la trajectoire de leur territoire. Et que probablement, c'était lié au fait que comme on se pose un peu plus que la moyenne la question des générations futures, du coup, on se pose la question de où ça vient. Alors, avec toutes les limites que vous évoquez, que le futur n'est pas la prolongation de la trajectoire. Mais en même temps, moi, ce que j'ai absolument constaté, et je suis polarisé par les questions de conduite de changement, c'est que vous ne pouvez pas dire aux gens de changer, vous ne pouvez pas les emmener ailleurs si déjà vous ne les reconnaissez pas dans ce qu'ils sont. Je prends une image, un écoquartier dans les betteraves, c'est monstrueux, il n'y a aucune trajectoire du territoire, c'est pas une mutation de la ville, c'est comme si vous n'êtes pas bien, quoi. Vous êtes du monde d'hier. Bon, maintenant on va faire un nouveau monde, à côté, une bulle, et là-dedans l'énergie sera partagée, etc. Moi je ne suis pas du tout dans cette ligne-là. J'aime quand même bien les écoquartiers, c'est une image bien sûr, mais je pense qu'il faut prendre les gens d'où ils sont. C'est pour ça que je me suis lancé dans l'inscription du bassin minier à l'UNESCO, parce que c'était reconnaître leur histoire, leur trajectoire, pourquoi les gens étaient venus de Pologne, du Maghreb, pourquoi ils vivaient là, et que du coup derrière il y avait des questions d'estime de soi, de confiance, de dignité retrouvée, et du coup de la capacité à commencer à imaginer. Et donc, la dimension très culturelle, très intime, m'apparaissait comme beaucoup plus stratégique que tous les bulldozers qui pouvaient refaire des routes superbes ou des ronds-points ou des zones d'activité, quoi. Bon. À partir de là, nos 3 éléments majeurs, c'est petit 1, impliquer les habitants, parce que tous les formateurs vous le diront, c'est par les processus d'implication qu'on change. Sinon, d'ailleurs, c'est un peu le problème ce soir, vous n'êtes pas très impliqués. Donc comment on fait pour vous impliquer ? Mais comme vous êtes un public de qualité, vous écoutez bien quand même. Mais c'est un peu limite. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose c'est pas réciproque, quoi. Et donc, vous avez peu de conditions pour être dans le changement. Par rapport à... Ou alors, il faut vraiment que je fasse le clown et que j'arrive à vous faire de l'émotion. Mais sinon, c'est pas simple. Donc, c'est pareil, et encore pire avec les habitants. C'est-à-dire que les habitants, ils regardent cette question-là comme si ce n'était pas la leur. Par exemple, vous parlez des problèmes... Si je fais une réunion sur le réchauffement climatique, à part mes 3 copains monomaniaques de ça, il n'y a personne dans la salle. Si je parle des problèmes d'accès à l'école en voiture, des enfants qui risquent de se faire écraser, qui ont le nez au milieu des pots d'échappement, alors on part de où ils sont, pourquoi on vient en voiture, parce qu'on n'a pas d'autres mécanismes. Et du coup, on en arrive à un plan d'écomobilité sur la ville qui va jouer sur la question du réchauffement climatique. Mais la relation de cause à effet, que je prends ma bagnole, je pollue, je contribue au réchauffement climatique, c'est pas fait du tout. Pas du tout. Et donc, tous les processus d'implication habitante me semblent absolument décisifs. Je ne dis pas démocratie participative, parce que ça a été dévoyé. On a laissé croire que la démocratie participative, c'était lever sa main et dire « je veux ». Même souvent, j'exige.
parce que je paye mes impôts, parce que je veux, quoi. Bon, non, c'est pire que mieux même, c'est presque monstrueux, parce qu'on est dans une logique de consommation de l'action publique comme on consomme à Cora ou à Carrefour. Par contre, les mécanismes qui mettent en responsabilisation, en écoute et en production collective, ça ne génère pas du tout les mêmes types d'effets. Après, ça requiert des savoir-faire, des savoir-être, hein, mais quand même. Donc c'est très important. Deuxièmement, comment on pense systémique tout ce qu'on fait. Je n'ai pas le temps de vous le décrire, on a bousculé nos organigrammes, on a mis en place des processus, on travaille avec Christian Dutertre d'Atémis sur les logiques un peu d'économie de fonctionnalité et quels mécanismes mettre en place pour la production de la vie publique locale. Et troisièmement, ça renvoie à ce que vous disiez, une entrée très forte par le réel et le concret. Ce qui n'empêche pas que nous, on essaye d'en avoir de la conceptualisation, mais on a beaucoup théorisé le droit à l'erreur, parce qu'une innovation, c'est une désobéissance qui a réussi. Donc il faut déjà accepter qu'on puisse désobéir à l'ordre établi. Donc ça renvoie à des mécanismes sur la confiance. Si on n'a pas confiance en soi, on n'ose pas entreprendre. C'est le problème des enfants qui ne sont pas bien à l'école. Si on n'a pas confiance dans son voisin, on n'ose pas entreprendre collectivement et on ne va rien lui tolérer. Donc la question de la confiance est absolument stratégique pour pouvoir entreprendre et bousculer. Et donc à partir de là, comment on est dans le réel, mais vous en avez donné des exemples, mais on en a évidemment à l'échelle d'une commune 1 million. Et donc du coup, on en arrive à sortir un certain nombre de résultats. Alors, pour l'expliciter très très vite et me rapprocher de la fin, habitants, acteurs, si vous voulez, je pourrais développer, mais on a plein de processus. On a des mécanismes 50-50, par exemple, droit à l'initiative des habitants, on signe un contrat. L'image un peu typique que je ressors toujours, c'est on élabore ensemble un processus d'aménagement du quartier, ce qui permet aux gens de comprendre qu'on ne peut pas mettre n'importe quel banc, qu'on doit respecter que les angles, comprendre la norme, que les bancs ne peuvent pas être dangereux pour les enfants, comprendre les difficultés financières, comprendre le réglementaire, comprendre le temps pour élaborer un schéma. Tout ça, c'est des processus éducatifs citoyens décisifs, hein. Les gens n'en sont pas là, hein, dans leur immense majorité. Bon. Et donc, au travers de ça, il se produit quelque chose au niveau de ceux qui participent. Et à la fin, c'est la ville qui amène les jardinières et les fleurs, et les habitants vont désherber et vont arroser. Bon, c'est un schéma, et on en a une trentaine de dispositifs 50-50. C'est sur l'entretien des chemins ruraux que les agriculteurs, c'est sur des tas de mécanismes. Et donc, au travers de toute cette participation-là, on a des meilleurs projets. Ils ont bénéficié d'intelligence collective, donc ils sont meilleurs. On a de la capacitation des habitants, c'est-à-dire qu'ils mutent au fur et à mesure du processus de citoyenneté active. Eux-mêmes, ils entrent dans le processus, ils sortent du processus complètement différent de comment ils étaient. Par exemple, ils ont découvert que tout le monde ne pensait pas comme eux. Alors évidemment, dans un lieu comme ici, ça va vous faire mourir de rire ce que je raconte, mais je vous jure que dans la vraie vie, des rues de base, les gens n'ont pas ça en tête. Le meilleur exemple, c'est le Dodane. Hein. J'en ai marre, les gens roulent à 100 à l'heure, non, à 110, non, à 120. Monsieur le maire, ça sera de votre faute si y a un enfant est tué. Et on veut un Dodane. Bien. On le met devant chez vous. Ah non, un Dodane, attendez, ça fait du bruit, les camions passent. Bon, on le met devant chez votre voisin alors. Le voisin dit non, d'abord. Et au bout du compte, tout le monde se dit, mais dans le fond, tiens, je n'avais pas pensé à ça, que pour mettre le Dodane, il va falloir le mettre devant chez quelqu'un et que celui-là va subir un peu la contrainte. Et donc, c'est un immense raccourci, ce que je vous fais, mais tous les processus de compréhension, etc., sont extrêmement intéressants. Donc, ça fait de la capacitation citoyenne. D'ailleurs, actuellement, on a une thèse sur capacitation citoyenne qui est en cours. Ça produit de la société civile. Ça rend les politiques publiques plus efficaces parce qu'elles ont été coproduites et donc elles sont appropriées massivement et ça génère collectivement de la confiance. Je ne vais pas le développer plus que ça. Alors dans les résultats, je suis désolé de juste vous faire des flashs. Alors au hasard, depuis 1997, tout est en éco-construction dans la ville. On a des T4 où on paye moins de 200 € de chauffage, par exemple, pour des familles en très grande difficulté sociale. Par exemple, on a la plus grande centrale solaire de tout le nord, toute la moitié nord de la France, mais surtout connectée avec les écoles d'ingénieurs et où on a tous les processus de formation, de test de l'ensemble des technologies solaires adaptés au nord.
Vous savez que dans le Nord, on a une très grande chance, c'est qu'on n'est pas obligé de laver les capteurs solaires, pareil que dans le Sud. En Espagne, ils sont obligés de les nettoyer avec la poussière. Ben nous, non. Donc ils sont performants, nos capteurs solaires. On a 15 km de ceinture verte, de trame verte dans la ville, et on a avec un CPIE, on a fait du radio-tracking sur un certain nombre d'espèces comme la fauvette grisette, etc. Et on montre comment les corridors biologiques réintroduisent des espèces en centre-ville. On a tous nos véhicules sont au GNV ou aux véhicules électriques. Au GNV, tout le monde vous dit que c'est pas possible. Bon, ça fait 10 ans que c'est comme GNV, c'est gaz naturel véhicule, et ça marche tout à fait bien. Mais c'est tout à fait extraordinaire, hein, la pensée unique sur plein de sujets. Je pourrais vous en raconter des bouquins complets. Bon, on teste. Alors le problème, c'est que j'arrive pas à voir, même avec mes lunettes. Excusez-moi. On a des tas d'opérations collectives. On a multiplié. Si je vais passer la suivante, dans le fond, ce sera plus simple, je verrai plus clair. On récupère on n'utilise plus du tout d'eau potable pour la ville depuis 15 ans. Tous nos usages sont des récupérations d'eau de pluie de tous nos bâtiments, le terrain de foot, etc. Et là où moi je pensais me faire engueuler, les gens m'engueulent en disant mais pourquoi vous ne l'avez pas fait plus vite ? Alors que tout le monde vous expliquait que c'était pas possible, ni Veolia, ni la règle de la DAS, ni tout ça. La DAS, elle est forte, nous empêcher d'utiliser l'eau de pluie dans les toilettes à l'école au cas où les enfants boiraient dans l'eau des WC. Donc là, il y a des moments. Bon. Alors, on a multiplié par 2 le nombre des associations. On était passé de 65 à 120. On a créé 350 emplois sur tous les métiers des éco-activités. Je ne peux pas développer trop, mais disons qu'on a des résultats dans tous les registres. Et notamment, je voulais insister un peu sur les résultats économiques, puisque en fait, on a sur un ancien site minier, on a plusieurs plateformes de recherche. Par exemple, on a une très belle plateforme de recherche sur les analyses en cycle de vie des matériaux. Du coup, on a une base de données sur les écomatériaux. Du coup, on a obtenu le premier pôle de compétitivité de France sur l'économie circulaire, la réutilisation de la matière. On a un théâtre de l'éco-construction avec tous les écomatériaux qui sont visibles, testés. On peut les toucher. On a des incubateurs, on a des pépinières. On a la Fondation d'Auteuil qui a dit comme on veut travailler dans ce domaine-là, il faut qu'on soit chez vous. Donc les gens viennent, les entreprises viennent. Et donc aujourd'hui, on est plutôt avec un mécanisme, on a créé une attractivité et une densification économique très intéressante. Donc pour conclure, trois images. 1. On a des résultats systémiques qui sont supérieurs à la somme des résultats individuels. C'est-à-dire que, par exemple, on a des chutes de délinquance terribles. On n'a pas de graffiti, pas de tag ou de choses comme ça. Et c'est un mécanisme complet qui, en fait, redonne de l'espoir dans la perspective, remet les gens dans les processus, et donc les comportements ne sont évidemment pas les mêmes vis-à-vis de ce que pourrait être la représentation de l'espace public. Et on a notamment beaucoup travaillé sur la question de l'estime de soi, dans une région où on est martyrisé et malmené, et où, en général, les gens d'ailleurs, et de Paris, par exemple, quand ils viennent nous interviewer, ils sous-titrent en dessous, vous savez, parce que les gens, ils ne parlent pas bien français. Donc, c'est pas facile quand toute sa vie, on a travaillé dans des systèmes comme ça, et que ce qui vous a créé disparaît, et que vous êtes nié. Les Parisiens mettent au PSG... nordiste, je ne sais plus, c'était consanguin, pédophile et alcoolique, ça devait être ça, quoi. Bon, c'est très difficile, c'est les impacts de tout ça, c'est monstrueux parce que c'est bon. Bref, on a un effet de marque, ce qui fait que ça vient tout seul. Et ça fait un effet système et les gens rentrent dedans. Et par exemple, ce droit à l'innovation est complètement intégré presque comme un gène de la commune. Et du coup, d'ailleurs, c'est compliqué parce que tous ceux qui veulent innover viennent nous voir. Alternatiba vient nous voir, par exemple. Ils vont d'ailleurs s'arrêter à vélo lors de leur déplacement. Voilà. Et ça fait écosystème. Et donc, pour la suite, on va beaucoup travailler sur la question des nouveaux modèles économiques. Je n'ai pas le temps de développer. Sur la question de renforcer la capacitation citoyenne. Parce que malgré tout, on a encore des gens qui polluent. Moi, le premier. Enfin, je veux dire, on n'est pas dans un monde merveilleux, quoi. Hein. Il reste des tas de challenges compliqués. Je ne vous ai pas parlé de tous les trucs qui n'ont pas marché, mais heureusement, c'est parce que je n'ai pas le temps. Voilà. Mais il y en a plein qui n'ont pas marché, évidemment. Et surtout, ce qui est très intéressant, c'est que l'ADEME vient de nous labelliser comme étant le premier démonstrateur national de ville durable au sens de sociétal.
C'est-à-dire, ce qui les intéresse, c'est que justement, on n'a pas multiplié des techniques côte à côte, mais qu'on l'a pris. J'ai oublié de vous dire, par exemple, l'Église est en capteur photovoltaïque. J'ai reçu une lettre de l'évêque, la communauté catholique est ravie d'être à la pointe de l'innovation avec son Église. Et depuis, j'ai un hyper bon contact avec les cathos de la ville. Je termine en disant qu'on engage une mise en récit prospective, puisqu'en fait, on a plusieurs livres là, qui s'écrivent sur la commune et on le fait avec les Lossois dans un processus d'écriture collective. C'est extrêmement intéressant. Et du coup, on y introduit une mise en perspective et quel futur souhaité, souhaitable. Et on essaye de travailler individuellement avec les enfants, etc. La question des imaginaires tels que vous l'avez développé. Vous voyez, cette dernière image, c'est pour dire que quand on a lancé la candidature à l'UNESCO, comme on a beaucoup d'actions collectives, à peu près 500 personnes ont tricoté pendant un an pour faire des carrés de laine de 10 sur 10. Je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire, mais c'est très très beau. Au début, c'est pour les Restos du Cœur. Finalement, il y en a trop. Alors on se dit, on va faire une couverture pour les terris. On va avoir Fildar qui nous envoie 2 camions de laine déclassée. Donc du coup, on va chercher du renfort. On a des tonnes et des tonnes de carrés de laine. Ils viennent me voir, ils disent, voilà, on va faire une couverture pour le terri, pour soutenir nos anciens mineurs. Alors, je leur explique que c'est compliqué, il y a une autoroute au pied, tout ça. Donc on a négocié, puisque le droit à l'initiative, ça veut dire que les gens ont le droit d'entreprendre. Et on a fini par faire une écharpe de 400 mètres, comme ça, qui monte au terri. Et j'étais en haut avec France 3, parce que je suis le maire, donc c'est normal, j'étais à la pointe. Et France 3 m'interviewe, et le mec me dit, mais monsieur le maire, mais à quoi ça sert votre affaire là? Je lui dis, mais à rien du tout. À rien du tout. Et c'est ça qui est génial. C'est-à-dire qu'on retrouve le plaisir de faire des œuvres collectives, de se faire du bien pendant l'année, etc. Voilà, je m'arrête. Monsieur le maire, merci et respect. Nous avons eu la possibilité, je vais prendre juste 3 minutes pour introduire le débat. 3 exposés très riches à partir de postures dont vous mesurez que même si elles n'étaient pas académiques, ça c'était générique, elles étaient très différentes les unes des autres. Je voudrais faire trois séries de remarques pour un petit peu introduire au débat. D'abord, non pas sur le mode du mea culpa, parce qu'il n'y a pas de mea culpa à faire, mais parce qu'au fond on pose la question, on est assez habile, n'y aurait-il plus rien à espérer, mais la description qui est engagée pour essayer de présenter le débat, perspective de progrès à succéder à un avenir lourd de menaces, le climat se dérègle, les perspectives politiques s'assombrissent, les inégalités sociales s'accroissent. C'était pas spécialement gai, quoi. Enfin bon. Et là, nous avons 3 exposés qui, je le répète, à partir de postures très différentes, manifestent que les choses ne sont pas décidées à l'avance, qu'une certaine forme de... Alors, je ne parlerai pas d'optimisme, parce que l'optimiste, c'est l'imbécile heureux, tandis que le pessimiste, c'est l'imbécile malheureux, hein, pour reprendre la formule de Wilde. Mais on voit que un exercice de lucidité, de volonté, peut contribuer effectivement à façonner autre chose. Et c'est rafraîchissant, je dirais. Deuxième remarque, et là peut-être plus au fond. De quoi est-ce qu'on parle quand on parle du futur? Alors, pour le sociologue de la religion que je suis, qui a travaillé justement sur les mouvements utopiques, on sait très bien que c'est des phénomènes d'articulation entre les registres du temps. Que une utopie, c'est se projeter dans le futur pour relire le passé et afin de redonner un sens au présent. Et je crois que le registre de temps qui est définitivement, je ne sais pas si désespérément, mais en tout cas assurément, le registre de temps le plus important, c'est le présent. Et que penser le présent à partir du passé ou à partir du futur, bon, ça engage des façons différentes
de penser ce présent, de s'engager dans cette réflexion sur le présent, mais qu'on le pense à partir du passé ou à partir du futur, c'est toujours du présent dont on parle et des options à arrêter pour rendre ce présent habitable. J'étais d'ailleurs très sensible à ce que Jean-François Caron a dit de la nécessité de resituer les choix par rapport, ou de mobiliser le passé, la mémoire, la tradition, etc., pour faire avancer des chantiers. Troisième remarque, et j'en aurai fini, il y a plusieurs façons de le dire. Je repensais, en écoutant Riel parler, à une inscription qui avait place Wenceslas à Prague, à l'époque communiste encore. Une inscription un petit peu effacée déjà au milieu des années 70. Et on pouvait lire « Avec l'Union soviétique, pour toujours et pas autrement ». Et au fond, si on avait demandé à un Tchèque de 1975 d'imaginer ce que pouvait être son futur, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu imaginer ce qu'est le présent aujourd'hui d'un citoyen tchèque à Prague. Au fond, l'inévitable, je ne sais plus, quelqu'un a dit ça, je ne me souviens plus qui, l'inévitable n'arrive pratiquement jamais, tandis que l'inattendu, lui, on peut être sûr qu'il va arriver. Et donc, il est toujours extraordinairement difficile, effectivement, de penser ce futur. De ce point de vue-là, je crois que ce sur quoi Riel a mis l'accent, à savoir la nécessité d'adopter la bonne posture ou la meilleure posture possible pour le penser, c'est très important. Mais on sait bien qu'on n'est pas propriétaire. On sait bien qu'il existe plusieurs futurs possibles. Et là, ce que vous avez souligné sur la différence d'appréhension du futur entre Hénin Beaumont et Los, oui, on ne peut qu'y être sensible. Et comme, j'allais dire, et comme citoyen, et comme intellectuel, à tous les niveaux, je crois que c'est important de le rappeler. Et il y a, et je terminerai là-dessus, des phénomènes de concurrence quant au futur. Ce qui veut dire que penser le futur, c'est aussi penser la façon dont plusieurs groupes, individus, pensent de façon concurrente le futur et veulent lui imprimer une marque. C'est-à-dire que ce n'est pas un exercice technique de penser le futur. C'est très profondément, je crois, un exercice politique. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas été... Non, je n'ai pas été trop long, ça va, c'est acceptable. Bon, la parole est à vous. Parce qu'il y a fait allusion à Hénin-Beaumont. Quels sont les rapports entre les habitants d'Hénin-Beaumont et les habitants de Loussenguel ? Bon, moi je suis un élu, donc je dis ce que je veux. Donc tant pis pour ceux qui sont Front National dans cette salle, ça va être compliqué pour eux. Hein, je ne suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Non, mais je suis quand même surpris de plus en plus. Donc je pense aussi, a priori, mais à force de le dire, je découvre que, bon, enfin... ce qui caractérise Hénin-Beaumont, bon, il y a plein de raisons... mais c'est justement une perte de confiance totale. Perte de confiance dans son voisin, dans le politique, qui a été véreux, condamné je ne sais pas combien de fois. Je crois que le maire d'Hénin-Beaumont devait dépenser 100 fois ce que moi je dépense en frais vous savez, d'hôtel, de resto, de trucs comme ça, quoi. Bon. Enfin, c'était de la politique de gribouille. Donc, il y a un vrai fond de rejet de la municipalité sortante, incontestable, dans un système socialiste qui est communiste, qui reprend le modèle de la société encadrée, puisque ce qui caractérise les mines, c'est d'être ça a bien été décrit, dans un modèle où il fallait que la main-d'œuvre soit soumise. Donc, tout était organisé autour de la soumission du peuple,
pour que la main-d'œuvre ne coûte pas trop cher, donc les cités minières gratuites, le logement gratuit, la sécurité sociale gratuite, les écoles, les églises. Il n'y a que les cimetières qui n'appartenaient pas aux Ouyers. Tout était structuré par les Ouyers. Bon, la maternité, etc. Et les forces politiques, il n'y avait pas de droite chez nous, ont repris ce modèle de société encadrée. D'ailleurs, en général, les socialistes et les communistes de notre bassin sont plutôt le canal historique de chacun de leurs partis, quoi. Bon. Ils sont les plus sur le dogme, etc., etc. Ça vient de loin. Bon, le modèle guédiste un peu, enfin, je ne suis pas hyper spécialisé là-dedans, mais bon. Et le problème, c'est que quand le système ne vous nourrit plus, si vous êtes dans un mécanisme un peu comme ça, soumis, vous mordez la main qui vous donnait à manger. Et vous allez rechercher quelque chose qui va encore plus loin. De ce point de vue-là, Marine Le Pen, elle arrive avec son discours, sa simplicité de discours, elle désigne le coupable, c'est pas trop dur, tous les étrangers, enfin l'autre, quoi, celui qui a le RSA, mais enfin pas vous, vous l'avez, mais vous ça va, c'est normal, mais votre voisin, enfin, etc. Enfin, c'est très, très... Et alors, résultat des courses, j'étais allé avec Nicolas Hulot à Hénin-Beaumont soutenir quelqu'un. On est allé prendre un pot dans un bistrot et j'avais entendu ça de beaucoup, beaucoup de monde, mais vous sentez que l'atmosphère est épaisse. Je ne sais pas comment le dire, comment le traduire, mais vous sentez que tout le monde s'observe d'une façon, que les propos sont... Bon. À l'inverse, à Los Angeles, c'est à peu près l'inverse. Par exemple, quand Vanessa Jérôme, qui m'a invité, je ne sais pas si elle est encore dans la salle, elle est peut-être sortie 2 secondes, mais du type des gens qui viennent me rendre visite comme ça dans ma commune, ils arrivent dans mon bureau, ils me disent « C'est incroyable, monsieur le maire, j'ai rencontré 4 personnes, les 4 m'ont dit bonjour ». Vous ne pouvez pas mettre l'épée dans les reins pour que les gens disent bonjour. S'ils disent bonjour, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'état d'esprit, etc. Bon, Vanessa. Et donc, les processus collectifs à l'os, la richesse, le double, on a multiplié par 10 les fonds de participation des habitants. Enfin, en gros, c'est des petites opérations. En gros, c'est ce qui permet de payer un apéro à la plage pour un quartier qui prend un bus et ça va coûter 800 € et on en paye la moitié. Enfin, vous voyez, c'est des petites opérations, souvent du type politique de la ville, etc. Bon, on les a multipliées par 10. On a plein d'œuvres collectives. C'est-à-dire que d'ailleurs, les gens nous disent qu'est-ce qu'on fait cette année, monsieur le maire, parce qu'ils sont des centaines à vouloir faire. Et donc, du coup, c'est complètement différent dans l'ambiance, dans la façon dont les gens se parlent, osent entreprendre. Parce que dans le mécanisme sans confiance, vous n'avez aucun esprit d'entreprise. Tout le monde se piste. Et donc, vous revenez de plus en plus sur des choses réglementaires, régaliennes, n'a pas le droit. Je ne sais pas si vous avez suivi, là, ils ont barré une route. Ils ont barré une route parce qu'il y avait trop de trafic et les riverains sont très contents, on ne passe plus chez eux. C'est parfait, quoi, un monde où finalement on est comme ça entre soi. Donc ils sont presque à l'opposé des processus de production collective. Non, mais donc du coup, il n'y a pas enfin, ce qui est sûr, c'est que les habitants d'Hénin-Beaumont qui ne sont pas sur la ligne Le Pen, ils ont une souffrance en eux terrible. Et d'ailleurs, ils cherchent, d'ailleurs, ils viennent. Alors, de ce point de vue-là, ça peut peut-être répondre à votre question, mais d'ailleurs, l'os, en fait, par rapport à la fin d'un certain système socialiste et communiste, je dis bien d'un certain système, c'était Kucheda, par exemple, qui avait 8 cartes bleues dans son portefeuille, quand même. Il faut déjà le faire. Moi, j'en ai 0, enfin, à part la mienne, bien sûr. Et bien, ces systèmes-là, il y a un enjeu sur comment ça va évoluer. Est-ce que ça va évoluer mode Hénin-Beaumont, processus de réaction, de fermeture, etc. Ou est-ce que ça va évoluer mode Los Angeles, c'est-à-dire processus d'essayer de construire de façon enthousiasmante le futur, de prendre des risques, etc., etc. Il y a une dernière chose que au cas où la parole ne retournerait plus, j'ai oublié de dire tout à l'heure, il y a un mot qui est très très important pour moi, c'est le mot désir. C'est-à-dire que je me bats depuis 15 ans, notamment à la région, pour qu'on arrête de dire durable, mais qu'on dise durable et désirable. Si le durable, c'est que de la contrainte, vous ne prendrez plus votre voiture, vous n'aurez pas le droit de faire ça, attention, soyez précautionneux, n'allez plus en vacances trop loin, c'est pas bien, etc., etc. Je ne dis pas qu'il faut aller en vacances loin, bon, même si c'est bien aussi d'y aller en vacances loin, on peut raconter ce qu'on veut, mais
c'est compliqué tous ces trucs-là. Enfin, on n'est pas des moines, on est des humains avec tous nos défauts, etc. Bon, bref, on picole un coup de temps en temps, on fume. Enfin bon, bref, ça c'est la vie. Mais si on ne traite pas ces questions-là avec le concept de désir, ça ne marche pas. Et moi, ce que j'essaye de faire à l'os, c'est ça. C'est rendre le futur désirable, quoi. C'est de dire, mais regardez ce qu'on va pouvoir atteindre. On va pouvoir être autonome sur le plan du renouvelable. On va pouvoir arrêter de consommer, vous paierez moins dans les ménages, et en plus, on va protéger. Mais c'est merveilleux, quoi. C'est beau, quoi. Enfin, il y a quelque chose de ce registre-là. Et c'est pas le cas, vraiment. Je veux bien vous croire. Question, Alain Barre. Bonsoir. Je voulais vous demander comment on arrive sur le plan global ou mondial de faire cette perspective de réchauffement climatique ou de nouveaux dangers sur le plan environnemental pour différentes sociétés qui sont construites sur le plan philosophique complètement différentes, que ce soit sur le plan historique, religieux ou d'adaptation à la vie, pour faire plus simple, c'est-à-dire nos sociétés occidentales ou même d'autres sociétés orientales qui sont sur un modèle de la vie précieuse, l'enfant précieux, la mort qui est un drame, et d'autres sociétés qui fonctionnent dans un système complètement différent, beaucoup plus vive, c'est-à-dire beaucoup plus de natalité, beaucoup plus de mortalité infantile, mais sans que ça soit un drame. Il n'y a pas de jugement moral sur ça, je ne dis pas qu'il y a mieux ou moins, mais la différence entre la société du Bangladesh et la société du Japon, qui sont complètement différentes, avec une philosophie complètement différente, qui subissent la même contrainte environnementale, avec deux philosophies complètement différentes. Je ne dis pas qu'il y en a une mieux que l'autre, mais qu'on arrivera à sensibiliser rapidement un Japonais moyen qu'un Bengalais. Merci. La question est plutôt pour Malika, je pense. Hein. Donc moi, je ne suis pas une spécialiste de philosophie et encore moins de philosophie comparée entre différentes sociétés. Donc je vais ramener les choses à ce qu'on connaît. C'est-à-dire que l'enjeu du changement climatique, voilà, nous, on parle du concret. Et justement, on s'ancre dans ce qu'on appelle la justice climatique. Donc qui est au-delà ou en dessous, je ne sais pas, des enjeux philosophiques, mais qui est justement de dire, dans ce cadre-là, de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, il y a deux débats qui se jouent. D'une part, il y a celui de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'était le mandat pour lequel la Convention s'est créée. Et petit à petit, c'est rajouté la dimension de solidarité et de justice entre les nations. Dans le sens où il fallait reconnaître la responsabilité historique des États du Nord, qui ont été les États responsables des changements climatiques, dont souffrent les populations du Sud principalement. Donc, de la même façon au Bangladesh qu'en Inde et qu'au Pakistan, parce qu'on se place là, quand on parle de ces enjeux climatiques, au niveau des États et au niveau globaux et de ces rapports globaux-là. Voilà pour ce que je peux répondre. Ce qui est frappant, je trouve, c'est précisément ce qu'on a entendu des autres intervenants, c'est que tout le monde est en train, en fait, d'essayer de prendre de nos propres points de départ, de trouver une manière d'agir, avec plus ou moins de succès, comme on a déjà évoqué, parce qu'il y a des différents paradigmes. Il y a celui qui est paternaliste, il y a celui qui pense que l'Union soviétique va durer pour toujours, qui ne libère pas l'avenir et qui nous rendent clos dans notre manière de réfléchir et agir. Et ce qui est frappant, mais quand même c'est assez impressionnant, c'est que malgré des conditions assez difficiles, et partout, et parce que c'est très relatif, le pessimisme d'une ville qui perd une mine. Moi,
moi, j'ai travaillé pendant 1 an au Canada dans les villages qui ont perdu leur seule usine. Et j'arrivais là, et c'était précisément la même réaction. Le maire, il disait, bon, il n'y a aucun de ces ouvriers qui a un diplôme de lycée. Alors, on n'a rien. Alors, ça s'est immédiatement cassé l'avenir. Un des grands problèmes de notre temps, c'est évidemment les idéologies et les idées reçues, mais aussi notre idée de succès, qui est certainement quelque chose attirant et tout ça. Et c'est très difficile de sortir. C'est à cause de ça que je parle de cette capacité d'utiliser le futur. Parce que sans ça, on n'est pas capable vraiment d'aller au-delà. C'est-à-dire que je trouve l'exemple magnifique d'un village où les gens ont pu retravailler le passé pour réimaginer le futur. En même temps, dans la prochaine étape, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble parce qu'il y a des cul-de-sac, il y a des différentes façons de faire. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui fait le design des processus pour utiliser le futur. Et je trouve que je peux faire aussi bien ça au Équateur ou à Bangladesh ou au Japon. Et les gens vont partir de là où ils sont. La difficulté qu'on est quand même devant, c'est que on a beaucoup de mal. Et c'est là la confiance est aussi très, très important. On a beaucoup de mal de se débarrasser de cette idée que l'incertitude, c'est l'ennemi. Et que ce qui fait trembler l'ingénieur parce qu'il veut du certitude n'est pas notre ennemi, mais c'est en fait l'origine de notre liberté. Et que si nos moyens, nos capacités sont à l'auteur de la richesse de l'incertitude, pas la menace de l'incertitude, on peut faire renaître l'espoir en permanence. Et c'est l'espoir qui motive et qui donne envie d'investir et aussi de s'aider. Parce que si je suis en train de dire je n'ai pas d'avenir, je vais prendre ce qui est sur la table et je ne vais pas laisser les autres avoir un peu parce que c'est aujourd'hui ou jamais, bien évidemment on est très égoïste, on est très coincé et plein de conflits dans notre manière d'aborder les choses. Mais si on dit demain, on va voir autre chose, on va voir, et je peux partager, on est dans une autre démarche. Alors tout ça, les conflits et tout ça, sont pour moi liés à cette pauvreté due à notre incapacité de libérer l'avenir de notre façon de le planifier. Et si on peut, à fur et à mesure, et c'est à cause de ça que je suis à UNESCO, développer cette approche qui est une approche très pratique, hein, parce que moi je suis quelqu'un qui précisément travaille avec les gens pour faire autrement, je pense que c'est par ce moyen-là, learning by doing, qu'on va arriver. D'autres questions ? Oui, à travers vos différentes interventions, vous avez parlé de changement de modèle, de comment réinventer finalement un modèle de société alors en période d'incertitude. Et vous avez beaucoup insisté sur ce qu'on pouvait faire concrètement au niveau local, soit au niveau d'un village ou d'une commune. Et je voulais savoir comment vous envisagiez finalement le rôle que pouvaient jouer les échelons supérieurs, enfin entre guillemets supérieurs, au niveau du département, au niveau régional. On est en phase de réforme des compétences des collectivités. Et est-ce que pour vous, le rôle de ces échelons, c'est de faire des grands schémas, comme c'est le rôle des régions? Est-ce que c'est de coordonner des initiatives locales, de les aider à se développer, de les outiller, de les financer? Enfin, comment vous voyez l'interaction qu'il peut y avoir entre le local et des échelles un peu géographiques un peu supérieures? Bon, il se trouve qu'en 2004, j'étais vice-président au conseil régional et c'est moi qui ai mené les travaux du SRAT, schéma régional d'aménagement durable du territoire, qui est un peu le schéma des schémas parce qu'il doit théoriquement, de par la loi, orienter le schéma de développement économique, le schéma des transports, le schéma des formations, c'est un peu... Bon. Et on avait mis en place, ça continue d'ailleurs, un collège de prospective. On avait... un certain nombre d'acteurs qui sont venus comme ça créer des espaces d'impertinence et un peu de brainstorming. Enfin, le terme n'est pas très très juste, mais en tout cas avec cette idée que justement ça n'était pas qu'une simple façon de projeter les trajectoires ou des schémas classiques. Enfin,
c'est toujours compliqué de pas être désagréable, mais j'ai vu plein de schémas de régions. Les consultants qui les ont faits, ils savaient déjà ce qu'ils allaient écrire. C'était réglé comme du papier à musique. Ils ont été payés très cher, mais bon, ils nous ont dit qu'il fallait aller dans l'excellence et la compétitivité, enfin tous ces trucs-là, quoi. Bon, et que c'était écrit d'avance. Bon. Donc, je pense qu'on peut mener des exercices libérés à plus grande échelle, et que ce qui est intéressant dans un niveau comme le niveau régional, c'est que ça fait apparaître... alors d'abord, moi je pense qu'il faut quand même un peu de planification pour de l'action publique, mais c'est pas vraiment comme penser le futur. C'est-à-dire que c'est développer une stratégie dès lors qu'on a été en situation de se fixer des objectifs. Et un schéma régional d'aménagement du territoire, c'est une façon de dire, non pas de tirer la trajectoire d'aujourd'hui, mais de dire quels sont les enjeux de toute façon dans lesquels on va buter, ou au contraire qui seront possibles dans les 30 ans, et comment ça rétroagit sur nos attitudes d'aujourd'hui, nos comportements d'aujourd'hui, et comment ça change les politiques de la région. Typiquement, si on dit, à cette époque-là, la question du réchauffement climatique était encore très très contestée, bon, mais on voyait bien la raréfaction de l'énergie fossile, on voyait bien l'augmentation des ppm dans l'atmosphère, et on voyait bien que la question allait devenir partagée. Et donc, ça voulait dire que dès aujourd'hui, peut-être qu'il fallait que le Conseil régional réoriente toutes ses politiques en matière d'énergie vers du renouvelable et de l'efficacité énergétique, plutôt que vers les gaz de couche, comme on est en train de nous les ressortir en ce moment, par exemple. Bon. Et donc, c'est à la fois une façon de se décaler avec des apports multiples, de l'écoute des processus, et en même temps, du coup, d'induire dans les politiques publiques de l'instant des modifications. C'est comme ça qu'on a travaillé avec Rifkin. Parce que Rifkin a repéré que dans cette région, à la portée très symbolique de la région de la première révolution industrielle, quoi, le charbon, les grandes industries lourdes, il a repéré que, en fait, depuis déjà pas mal d'années, on avait fait plein de choses qui allaient dans ce sens, et avec des politiques d'enjeu régional. Et donc, on a eu une espèce de gagnant-gagnant pour lui de dire à un endroit, son raisonnement peut commencer à trouver un lieu d'implication, et la symbolique, vous voyez, les terris qui étaient tout à l'heure à l'écran, sont les plus hauts d'Europe, donc la symbolique est très très forte. Et en même temps, c'est parce qu'il y avait tout cet engagement de la société. Première réunion qu'on a fait avec Rifkin, on avait 2000 personnes au Grand Palais. S'il n'y avait pas eu toutes ces années de politique publique introduisant progressivement des espaces de possibles pour faire autre chose, par exemple sur les énergies renouvelables, je reviens à ça, on n'aurait pas réussi à faire. Bon, j'ai essayé de donner quelques exemples pour dire qu'une pensée macro, globale, on pourrait dire, est intéressante. Par contre, je voulais dire une dernière chose, c'est que je suis de plus en plus convaincu que rien ne se fera par les États, notamment par rapport au COP21. J'ai oublié de vous dire qu'on va théoriquement accueillir les délégations internationales au COP21. J'ai reçu la lettre de François Hollande, un beau manuscrit, et on organisera un TGV pour venir à Los Angeles à la fin de la première semaine. Voilà. Donc si vous voulez réserver votre place, ce sera gratuit. Mais on va avoir les délégations internationales et la presse mondiale qui viendra sous l'angle. C'est possible de faire système autrement. Hein. Mais donc je reviens à... Du coup, ça ne pourra pas changer par les États, ça ne pourra pas changer par les systèmes institutionnels ou religieux. Enfin, de mon point de vue, c'est mort, ça. C'est mort. On n'arrivera jamais à avoir un gouvernement mondial pour plein de raisons, etc. Je pense que la seule solution, c'est la multiplication des cellules souches alternatives qui, à un moment donné, à l'heure du net et de la diffusion massive, dans les lois de diffusion biologique, c'est comme les lentilles d'eau, je prends souvent l'exemple des lentilles d'eau dans un étang. Se multiplie par 2 toutes les 2 heures. En 3 jours, votre étang est rempli, il est ouvert, rempli de lentilles d'eau si vous avez les bonnes conditions de soleil et de matière nutritive. Et je pense que la seule espoir qu'on ait d'infléchir vraiment, c'est que les cellules souches du monde, qu'elles soient au Cameroun par des nouveaux processus coopératifs, en Afrique du Sud ou je ne sais où, ou à Alternatiba, à un moment donné, elles fassent système. C'est pour ça que je travaille beaucoup en ce moment sur le code source, les invariants qu'on va retrouver dans les écosystèmes qui ont réussi à faire leur trou. Qu'est-ce qui fait que ça a marché? Par exemple, je suis absolument convaincu que l'implication habitante est stratégique. S'il n'y en a pas, je pense que ça ne peut pas marcher. Mais c'est quoi les autres? Et ça, je pense que ça permettra de débloquer les choses. Pas par les alliances des grandes collectivités ou des grands États pour plein de raisons. C'est impossible qu'ils y arrivent, quoi. Enfin, franchement, regardez François Hollande depuis qu'il est
président de la République, on a eu Sarkozy avant, mais il est où le grand dessin, quoi? Il n'y en a pas, il n'y a pas de vision. Enfin, on peut prendre par tous les bouts, on a l'impression qu'on bouge des trous. Et je ne le critique pas, hein, parce que c'est très compliqué d'être à sa situation. Je veux dire, je pense que ça viendra de la base et de la mise en réseau de ces déviances salutaires. Ça, c'est d'une certaine manière positive, dans le sens qu'on ne réussit pas avec une grande vision, et que cette manière de raconter l'histoire après les faits, qui rendre un chef ou que je ne sais pas quoi comme quelqu'un qui a pu bâtir quelque chose, c'est en fait un mensonge. C'est une manière de nous rassurer sur le fait qu'il va voir quelqu'un qui va nous sauver. Ça retourne à un système paternaliste. Et c'est là, et je me suis très mal exprimé là-dessus, mais c'était cette idée d'assemblage, de assemblages. Je ne sais pas si c'est Deleuze. Je pars sous le contrôle de professeur. Juste pour ajouter, vous demandiez un peu comment est-ce que des changements de modèle au niveau local, il peut y avoir ça peut rejaillir à d'autres niveaux, notamment départemental, régional, etc. Moi, je rajouterais aussi qu'il y a quand même le niveau national, le niveau global. Et j'étais très très sensible à ce que vous disiez, que sur finalement le fait qu'on était dans des phénomènes de concurrence sur le futur, et Alternatiba d'une certaine façon s'ancre vraiment dans ça, avec l'objectif de rebalancer le rapport de force et de donner plus de voix aux citoyens sur la question des alternatives, en se posant en fait en opposition au monde proposé par les entreprises extractivistes, nucléaires, etc. Et donc il y a vraiment, mais il y a une perméabilité entre voilà, cette dimension vraiment locale d'Alternativa, mais aussi le fait qu'on s'ancre dans une dynamique de mobilisation vers la COP21 et aussi une dynamique de demande au niveau national, et que en fait, avec le principe un peu de dire que si on contribue, mais sans être bisounours et très schématique, hein, mais d'une certaine façon, ça contribue quand même à ce que cette voix citoyenne qui prend de plus en plus de poids puisse challenger les États. Et moi, je dirais pas... je pense que vous disiez que c'est pas par les États que ça va changer. Je pense que c'est pas que par les États que ça va changer. Et c'est justement comment est-ce qu'on permet d'avoir une base en fait assez forte, une voix citoyenne assez forte pour faire pression sur les États pour qu'ils arrivent au changement. Je pense par exemple à la question du charbon au niveau national, où en France on est loin d'être exemplaire sur cette question du charbon. Et notamment, l'État continue à subventionner via tout un tas de canaux le charbon à l'international. Mais en même temps, c'est aussi parce qu'on a commencé une pression populaire. Donc là, je parle au-delà d'Alternativa, je parle du milieu militant en règle générale, mais commencer à faire une pression, et politique, une pression populaire qui a permis de commencer à mettre aussi le sujet à l'ordre du jour, et que maintenant, on réfléchit à comment, l'État réfléchit à comment arrêter les crédits à l'exportation sur le charbon, par exemple. Donc voilà. On va prendre une dernière question. Bonsoir. Je vais la raccourcir car pour laisser du temps de répondre, ça m'intéresse de savoir une réponse, il faut la dans quelle temporalité vous vous inscrivez. Vous avez 3 profils différents. Donc un chercheur qui s'inscrit peut-être sur le temps plus long, une militante qui s'inscrit dans un mouvement qui revendique l'urgence et l'action rapide en vue de la COP21, et un élu qui... en pensant notamment sur plusieurs mandats, doit justement articuler le court terme, les préoccupations, l'urgence des revendications, des besoins citoyens, mais avec une pensée plus longue et systémique. J'ai bien compris que sur le comment vous voulez faire évoluer des choses dans le futur, la question de la multiplication des alternatives à l'échelon local, et que ça ne se passera pas à l'échelon global. Mais ça m'intéresse justement de savoir, vous, dans quelle temporalité vous vous positionnez en tant qu'acteur dans vos champs et de façon plus générale. Et est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction à dire qu'à la fois il y a urgence et que nous avons 10, 15, 20 ans pour agir, et dans le même temps réaliser qu'il y a tout un tas de signaux faibles et de tendances qui montrent que la situation ne va pas forcément dans le très bon sens, et que ça va mettre énormément de temps à bouger
ça ne bougera pas de façon homogène, mais ça va mettre énormément de temps à bouger sur les territoires, car tout le monde n'a pas la chance d'avoir un maire comme Jean-François Caron qui essaye d'élaborer une pensée systémique et tout un tas d'alternatives. Donc ça m'intéresse de savoir un petit peu dans quelle temporalité vous inscrivez et à quel rythme vous pensez qu'en fonction des territoires, ce dont on a parlé peut advenir. C'est difficile, vous avez déjà répondu en disant qu'on ne peut par définition pas savoir quand et comment le futur va se dérouler, mais ça m'intéresse malgré tout de savoir dans quelle temporalité vous inscrivez votre action. Je propose que vous répondiez chacun, en fait. Très vite, alors, d'une part, je pense qu'il y a des événements qui sont quand même de nature à prodigieusement accélérer les choses. Avant les avions dans les tours de Manhattan le 11 septembre 2001, je crois, il y a plein de choses qui paraissaient impossibles et je me rappelle de discuter dans mon boulot avec une aide-soignante, enfin bref, et une heure après l'accident, elle disait « je vais changer de vie, enfin, c'est pas possible, je veux pas que mes enfants meurent », enfin, elle était prise d'une terreur par un événement et donc je pense qu'on change par la peur et par le désir. Donc on essaye de construire le désir, la peur est aussi un élément. Mais il faut tenir. Enfin, on ne peut pas attendre le catastrophisme, etc. Parce qu'en même temps, et le dernier mot, mais qui est plutôt un bémol par rapport à tout ce qu'on dit, c'est moi, je suis quand même stupéfait du temps que prennent les conduites de changement, quoi. J'en suis à 20 années de combat avec les agriculteurs de ma commune. 5 viennent de passer au bio, ce qui est un résultat inimaginable. Ça a pris 20 ans. Et je pourrais vous en décrire tout le schéma, quoi. Et donc, les évolutions culturelles, c'est monstrueux de résistance. Et le problème, c'est qu'il y a le marketing du capitalisme compulsionnel, comme dit Bernard Stiegler. Et donc, sur toutes les premières affiches qu'on sort en sortant du train, on a une vague de fond qui va contre tout ce qu'on raconte, quoi. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Enfin bref, c'est compliqué, quoi. Oui, donc sur cette question-là de la temporalité, et par rapport à ce que nous on fait, donc toi aussi, le processus Alternatiba, en fait c'est vraiment un processus qui, qui au début c'est conçu comme allant jusqu'à donc la COP 21. Après, les initiatives qui sont nées au niveau local, parce que dans l'organisation de villages d'Alternatiba, il y a eu des synergies qui se sont créées entre certains porteurs d'alternatives, etc. Ou alors parce que un simple visiteur a vu telle alternative et l'a trouvée chouette. Ces initiatives-là et cette promotion d'alternatives va être bien plus pérenne que ça. Et du coup, j'en profite pour vous raconter un peu l'histoire de la mobilisation de la société civile sur cette question-là de la COP 21. C'est vraiment, contrairement peut-être au dernier gros moment de mobilisation en Europe sur la question du climat, qui était Copenhague en 2009, contrairement à cette mobilisation-là, là, on est vraiment toute la société civile, Alternatiba y compris, dans une dimension vraiment de construction, de trajectoire d'un peu plus long terme. Donc pour une fois, le milieu militant ne s'arrête pas juste à son petit événement qui est là, donc son événement politique qui sera la COP21. On est déjà en train de penser et de construire ce qui va se faire en 2016. Et donc, et ça, c'est de la société civile au niveau français, mais aussi au niveau mondial, et qui s'appuie vraiment sur deux jambes qui sont, d'une part, promouvoir les alternatives avec le temps que ça fait qu'il faut pour qu'elles s'implémentent, etc., mais aussi dénoncer les problèmes et les responsables des problèmes. Merci. Souvent, sur la temporalité, moi je dis souvent que quand les gens disent on veut penser le long terme, c'est simplement pour donner une permission, pour dire qu'on a le droit de dire c'est pas réaliste, ou je rêve de ça, ou pour me débarrasser de ce qui me fait peur aujourd'hui. Parce que c'est une façon de dédouaner de l'obligation de dire des choses qui sont raisonnables, prévisibles, etc. Dans la réalité, comme on sait tout, on peut tomber amoureux demain, on peut mourir demain. Tout peut se passer, il y a des tipping points partout. Ça veut dire que la réalité n'est pas, de mon point de vue, ni accélérée ni ralentie. Il est toujours complexe et émergente en tout le temps. Et c'est principalement notre posture, notre manière de l'aborder qui est cruciale ici. Et que si on commence à réfléchir d'une manière qui ne projette pas l'immortalité de l'État, de la France, d'une entreprise, d'un village même, on peut quand même
trouvé beaucoup de différentes façons d'aborder la temporalité qui est beaucoup plus riche. Merci à tous, bonne soirée. Merci.